Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruteuse tech, manager d'équipe, freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Team Tyler, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi, Igaël. Bonjour Léo. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Écoute, je suis ravi, tu m'accueilles dans ton magnifique bureau avec une très belle vue sur le lac de Neuchâtel. On est à la Fondation Saphir, à côté à Yverdon. Merci du coup de m'accueillir dans ton bureau, c'est très cool. Avec grand plaisir et puis merci à toi surtout d'avoir fait le déplacement. Ah bah oui, j'ai marché depuis la gare d'Yverdon, c'était 30 minutes très chouette en vrai, hyper agréable. Les gens m'ont dit bonjour dans la rue. Ça tu vois, tu vois que t'es en Suisse quand les gens te disent bonjour alors que tu es juste en train de marcher. Ah ça c'est juste. C'est magnifique hein. Ah, oui. Donc j'ai pris plaisir tu vois à avoir des gens qui m'ont dit bonjour dans leur jardin et tout en train de tondre la pelouse. Écoute, on va parler aujourd'hui d'un sujet hyper important, c'est le croisement entre marketing et recrutement, un sujet que t'aimes beaucoup parmi tous les sujets que t'aimes beaucoup en recrutement. Avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, pour les gens qui ne te connaissent pas, comme en plus j'ai une audience qui est très francophone basée en France, du coup j'aurai peut-être moins de gens qui te connaissent et j'espère justement qu'ils vont découvrir et qu'ensuite ils vont suivre tous les posts LinkedIn notamment que tu fais qui sont hyper intéressants. Je vais te donner 1 minute pour te présenter grosso modo ce que tu fais aujourd'hui. Alors grosso modo, j'ai une grosse partie de mon activité, c'est des RH de la Fondation Saphir comme tu l'as cité, c'est du médico-social, c'est des maisons de retraite, donc on appelle en Suisse des EMS. Et de 700 et une population de 700 collaborateurs. Et de l'autre côté, il me reste une activité à 20%, une activité finalement d'indépendant formateur plutôt que consultant, c'est-à-dire que principalement je donne de la formation en lien avec le recrutement, l'intelligence artificielle, voilà pour faire court. Ouais, récemment, tu fais beaucoup de posts sur ChatGPT, notamment pour aider les étudiants dans, je sais plus comment, c'est quoi, le certificat RH qui C'est le brevet RH. Le brevet RH. C'est le niveau d'après le certificat. Et du coup, c'est très chouette de faire ça et d'aider notamment les étudiants, un truc que tu fais régulièrement. Encore aujourd'hui, tu me disais que tu t'aidais une asso pour le coup en bénévolat, donc merci de t'engager pour rendre le recrutement plus simple, notamment pour les candidats et les étudiants. Autre petite question sur toi avant qu'on commence, une chose que tu aimes dans la vie, ce serait quoi ? Alors comme tu as pu le percevoir avec mon petit objet, c'est la plongée, c'est-à-dire de pouvoir voyager. Je vais pas aller très loin, je suis pas très original finalement, mais effectivement la plongée avec les requins c'est quelque chose que j'adore. Du coup tu as amené ton set de plongée avec toi, quel est le petit objet du coup que tu as amené ? J'ai amené un petit requin qui vient de l'île de la Réunion, qui m'a été offert par une ancienne collègue avec qui j'ai collaboré pendant 2-3 ans et qui reste maintenant depuis sur mon bureau. C'est un peu ton porte-bonheur ? Oui. Il est très joli en bois, on voit qu'il a été sculpté main et vraiment très joli, un très beau petit requin. Je l'aime beaucoup. Ça se voit, vu que tu le gardes depuis un bon moment. Et est-ce qu'il y aurait du coup une chose que tu n'aimes pas dans la vie qui te dérange un petit peu ? Alors, s'il y a bien quelque chose que je n'aime pas, c'est finalement la routine, c'est-à-dire de faire des tâches d'exécution, mais je pense que je ne dois pas être le seul là-dessus. Ouais. Si je peux automatiser les tâches d'exécution routinières, oui, je serais heureux de le faire. Et aujourd'hui, c'est génial, entre du ChatGPT, du Zapier, du Make, il y a de quoi faire pour automatiser. Et c'est là où on est dans une bonne période où on n'a plus à faire des choses qu'on n'aime pas faire. C'est en juste. tout cas, moi. Écoute, merci pour ces petites intros pour que les gens comme ça te connaissent un peu plus. On va rentrer du coup dans le vif du sujet, Gaël, si ça te va. On a décidé de faire un petit podcast en 3 parties, mais c'est vraiment parler du marketing au global. On va parler de marque employeur, on va parler de growth marketing, d'inbound, et on parlera aussi de l'onboarding. Et là, on va dire, mais quel est le lien avec le marketing ? On verra ça juste après. On va parler de marque employeur. Question très simple pour commencer. Déjà, c'est quoi ta définition à toi, la marque employeur ? Je pense que chacune a des définitions différentes. C'est quoi la tienne ? Là, tu me poses une bonne question parce qu'effectivement, chacun et chacune a une vision normal, de la marque okay. employeur. Pour moi, la marque employeur, c'est tout ce que l'entreprise va faire ou ce que l'entreprise fait même, et à l'interne, à l'externe, et puis toutes les parties prenantes de l'entreprise. Ça peut être les fournisseurs, ça peut même être les familles. Donc la marque employeur, ça passe sur toutes les relations internes, externes, qui véhiculent en fait que l'on peut apprendre sur l'entreprise. Ouais, c'est le quotidien en fait, et on en fait tout le temps, et quasiment tout aspect de communication d'une boîte, interne ou externe, comme tu l'as dit, c'est la marque employeur. Mais même pas que la communication.
Ouais, tout ce qui se passe, en fait, les agissements, les promotions, les habitudes que tu as dans les bureaux, la pause café, quasiment on pourrait dire que tout peut être utilisable pour de la marque employeur. C'est quoi pour toi une bonne marque employeur? Comment ça marche? Alors, surtout en 2023, pour moi, une bonne marque employeur, c'est une marque employeur qui est authentique et cohérente. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire du marketing RH à outrance qui survend la réalité, et c'est plutôt de montrer les coulisses de l'entreprise ou de la fondation où tu es, et de pouvoir percevoir finalement la réalité du terrain. Parce qu'une bonne marque employeur, c'est surtout une marque employeur qui est alignée avec la communication qu'elle génère. Comment du coup tu fais ça concrètement? Concrètement, c'est de donner finalement la parole aux collaborateurs, parce que les collaborateurs sont les premiers ambassadeurs, et ça on le verra bien avec l'inbound recruiting, mais finalement sans eux, j'ai pas de relais sur le terrain, et sans relais sur le terrain, j'ai pas une bonne marque employeur. Donc finalement, pour moi, une bonne marque employeur, c'est le fait que les employeurs parlent en bien finalement de l'entreprise où ils sont. Est-ce que tu aurais des exemples à la Fondation Saphir de ce qui marche bien en marque employeur que vous faites? Alors, ce qui fonctionne bien en général en marque employeur, c'est quand on va communiquer sur les ouvertures de nos EMS ou autres, parce que là, on en a eu dernièrement, on a des projets qui sont assez innovants. Donc, qui montre, je pense par exemple à l'Arcade qui vient d'ouvrir à Orbe, avec une colocation de seniors qui est assimilée avec un centre d'accueil temporaire de jour et qui est un prototype, même en Suisse romande. Okay. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre un aspect d'innovation et un côté avant-gardiste de la fondation. Et en général, ça peut aussi plaire à certains profils ou certains candidats qui recherchent un aspect innovant où le résident est vraiment au centre de nos préoccupations. Ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit que la marque employeur, la meilleure manière d'en faire, c'est de coller à la marque, entre guillemets, business, enfin de la marque de l'entreprise. Et donc là, tu dis qu'un truc qui marche bien, c'est de parler du fait de ce qui se passe, de l'activité de l'entreprise et d'en faire du coup la marque employeur. Souvent, beaucoup de boîtes font des erreurs c'est de créer de manière fictive une marque employeur et du coup, ça se voit que c'est faux. Là, ce que tu dis, c'est que tu restes honnête et basé sur le business, les activités de la boîte et c'est ça qui convainc les gens. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Ça, c'est génial. Est-ce que du coup, tu penses que tu parlais de l'authenticité, du côté cohérence, on parle beaucoup aussi de culture de boîte. Est-ce que tu penses que tu peux recruter et faire de la marque employeur si ta boîte a soit pas de culture, soit une culture un peu chelou? Alors, c'est une bonne question parce que ça, effectivement, une culture d'entreprise, on a toujours envie de travailler sa culture d'entreprise parce qu'elle doit refléter souvent son management, sa direction, son fonctionnement, avec des artefacts qui sont plus ou moins visibles quand on met en place une charte d'entreprise. Mais pour moi, la culture en elle-même, elle se crée qu'on travaille. C'est un peu comme la marque employeur. On a beau travailler ou ne pas travailler dessus, elle existe. Donc des fois, même si elle n'est pas matérialisée, elle peut être excellente, voire très très bonne. Et donc il n'y a pas forcément besoin, ça va suffire, le bouche à oreille va suffire à rapporter seulement de candidats. Et au contraire, même une entreprise qui communiquerait beaucoup dessus mais qui ne reflète pas la réalité, en général, le bouche à oreille va aussi véhiculer une peur de l'entreprise et on n'aura plus de candidature. Donc finalement, même une entreprise qui ne travaille pas dessus mais qui fonctionne bien, elle aura des candidats. Ce que tu dis là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, ta marque employeur, elle existe, quoi que tu fasses. Et par contre, ton rôle en tant que recruteur, recruteuse, RH, dirigeant dans une boîte, c'est de la synthétiser et c'est de la rendre facilement compréhensible par ses salariés et par du coup ses candidats. Et idéalement visible, oui. Et idéalement visible. Est-ce que tu aurais une sorte de recette magique pour poser les bases d'une marque employeur justement et pour faire ce travail de synthétisation, d'harmonisation? Comment tu fais un peu une recette étape par étape ou... Alors souvent quand on arrive ou même quand on recrute un nouveau recruteur, on a l'impression que c'est le nouveau rouage qui va changer la donne et qui va faire qu'on va pouvoir recruter tous les candidats. Le Messie. Ouais, c'est un peu ça. Et malheureusement, dans la réalité, souvent il faut revenir aux fondamentaux. Ça peut être un processus de recrutement, ça peut être tout ce qui va faire que l'expérience du collaborateur va être plus ou moins bonne, qui va faire que les collaborateurs vont devenir des relais naturels finalement de l'entreprise. Donc finalement, c'est souvent revenir aux fondamentaux, aux bases du processus. Donc tu reprends les bases et ensuite qu'est-ce que tu en fais de ces bases-là? Comment tu le développes? Idéalement, les bases, on les challenge directement dans l'équipe, mais surtout on les challenge avec tous les collaborateurs et puis on essaye d'obtenir des insights, des informations sur le terrain qui vont faire que derrière ça fonctionne. Ok. C'est quoi, alors pas forcément des boîtes dans lesquelles tu as travaillé, mais des cultures de boîtes, c'est du coup des marques employeurs qui pour toi sont les plus fortes que tu connais, des médias, des gens que tu connais dans d'autres différentes boîtes, qui vraiment sont impactantes selon toi? Je sais que tu vas aller visiter Coca, on en a parlé tout à l'heure. Oui, exactement. Ils ont une marque employeur en Suisse qui est quand même très très puissante parce qu'il y a une vraie communauté de loutres qui les suit. Et pour moi, c'est intéressant de percevoir finalement la culture de l'entreprise qui va se refléter derrière. Oui, donc vraiment ce côté un peu unicité, tu pourrais dire. Oui, et cohérence. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression que ce qui se passe dans l'entreprise, c'est aussi ce qu'ils expriment dans leur communauté.
Ok, écoute, super clair. Et est-ce que tu aurais, en plus de la recette donc classique que tu as pour toi, c'est les fondamentaux, l'unicité, la cohérence, l'authenticité, est-ce que tu aurais des petites choses, des anecdotes, des petits trucs en plus que tu fais? Tu sais, souvent dans les pages, par exemple, comme Welcome to Jingle, tu vas voir les choses en plus qu'on a. Et souvent, on a des tickets restaurants. Ouh, génial! Est-ce que tu aurais des idées de petits plus qui font la différence? Sachant qu'en Suisse, on n'a pas trop de tickets restaurants. Ouais. Ce qui va faire la différence, c'est souvent pas forcément des biens matériels. Et c'est là l'intérêt, c'est plutôt de la flexibilité, de l'ouverture, de pouvoir permettre aux gens de pouvoir concilier finalement cette vie personnelle avec cette vie professionnelle. Et pour le faire, il faut être à l'écoute du collaborateur parce que chaque collaborateur a des besoins différents. Oui, en fonction de leur métier, en fonction de l'âge qu'ils vont avoir, est-ce qu'ils ont des enfants ou pas, il y a plein de facteurs. Mais en effet, plus tu es flexible, normalement, plus tu recrutes. Effectivement, et plus surtout tu t'adaptes à leurs besoins. Et idéalement, s'il y a de la reconnaissance aussi, c'est encore mieux. Très bien. Qu'est-ce que tu penses des formations? De plus en plus, tu as des gens qui te disent, moi je veux être dans une boîte qui va m'aider, qui va me former. C'est quoi ta vision, toi, de tout ça? Je te confirme qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de collaborateurs qui essayent de rejoindre la fondation par cet aspect-là. Parce qu'effectivement, avec 700 collaborateurs, on a quand même un champ de possibles au niveau de formation qui devient de plus en plus important. Et pour moi, c'est aussi un élément différenciant aujourd'hui sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, on doit se former, on doit être employable. Et c'est vrai que d'être dans une entreprise ou une fondation qui te permet d'être employable, pour moi, c'est non négligeable. Ok, c'est vrai que c'est un bon argument que tu peux avoir. Et en plus, je pense que plus ta boîte elle est grosse, puis du coup, tu fais des mobilités aussi en interne, ce qui est vraiment chouette. En plus des formations que tu vas payer, je sais pas, tu parlais des formations à ChatGPT par exemple, tu vas pouvoir offrir ça à tes collaborateurs et collaboratrices, mais tu peux aussi leur faire des évolutions internes. Et d'ailleurs, quand tu fais ça, après, tu le montres à l'externe via la marque employeur. Et tu montres, regardez, si tu nous rejoins, demain, tu peux faire ça et évoluer vers tel job. Et ça, c'est magique, je pense. C'est juste. On va parler de marque employeur. Maintenant, on a aussi une autre tendance qu'on a en marketing, qui est le growth. Tout le monde parle de growth à toutes les sauces, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs, alors que depuis des années, on le fait dans nos boîtes. Qu'est-ce que tu penses, toi, du growth marketing appliqué au recrutement? Est-ce que le growth en lui-même, t'en penses quoi? Alors moi, je pense que c'est intéressant parce que souvent, c'est de l'automatisation, c'est de trouver des astuces qui vont permettre d'augmenter la puissance. On parle aussi des réseaux sociaux pour le growth, parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir une vraie visibilité en tant qu'individu, ce qui n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années où on allait rejoindre des marques qui étaient visibles par elles-mêmes. Aujourd'hui, c'est plutôt l'individu. D'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure en marque employeur, mais l'individu est plus reconnu, plus authentique que le discours institutionnel qui, lui, ne reflète en rien la réalité. Oui, les stats sont incroyables, je pense que tu les as sur ce qu'on appelle l'UGC, donc le User Generated Content. Tu vas avoir en fonction des études entre 8 et 24 fois plus d'impact le post d'une personne par exemple sur LinkedIn, t'imagines, c'est incroyable. Oui, mais ça c'est vrai que je le constate, tous les jours, je vois que mon profil personnel est nettement plus consulté que celui de la Fondation. Évidemment, tu es l'homme sandwich de la Fondation Safia. Pourquoi pas. Écoute, très bien, du coup donc on parlait de growth, ça va souvent dans une logique plus globale qui est une logique d'inbound. Quelle est ta définition il y a l'inbound marketing, mais du coup il y a aussi l'inbound recruiting. Nous c'est un pilier entier de notre formation, tu vois, chez Plendy. Pour toi c'est quoi l'inbound? Alors je suis content que tu m'abordes sur ce sujet parce que ça fait des années que je fais de l'inbound recruiting, des années. Finalement pour moi c'est de préparer les étapes qui mènent un visiteur inconnu qui ne connaît pas la fondation par exemple ou l'entreprise, un fervent supporter, un fervent ambassadeur de notre fondation. Donc l'idée c'est de travailler sur chaque étape, chaque partie, d'un inconnu à un visiteur, d'un visiteur à un candidat, d'un candidat à un collaborateur et d'un collaborateur à un ambassadeur. Et finalement, si on arrive à travailler chacune de ces parties, alors il y a des parties qu'on peut travailler en petit comité RH, quand c'est le processus de recrutement par exemple, et puis au contraire, quand on travaille avec des ambassadeurs qui ont des lettres de mission, ambassadeurs ou autres, là on est plutôt orienté sur comment on peut les investir dans leur mission, comment on peut leur faciliter cet investissement au quotidien. Écoute, super clair ce que tu dis. En fait, la manière dont tu l'as, c'est systématisé et c'est frameworkisé, on pourrait dire. Du coup, le funnel AAR, donc avec 2 A et 3 R. On parlait de pirates aussi tout à l'heure. Donc, pour les gens qui ne l'ont pas, donc c'est acquisition, activation, rétention, référral et revenus. Est-ce que tu pourrais toi nous expliquer comment tu utilises ça du coup au quotidien, idéalement étape par étape, avec des exemples que tu pourrais me donner de ce que tu as pu faire là aujourd'hui ou dans tes expériences passées? Alors, tu vas rentrer à chaque fois sur chacun des points parce que chacun des points, les méthodes ou les solutions qui ont été entreprises sont très très différents. Bien sûr. On a eu une tendance, alors je sais que si on prend Assess First qui m'avait inspiré cette idée-là, on a fait quelques recrutements de profils infirmiers sans CV. C'est-à-dire qu'on avait mis juste la possibilité de prendre rendez-vous avec son diplôme d'infirmier puis d'aller échanger un café avec le directeur du site qui nous a attiré quelques candidatures un peu atypiques et surtout un moyen de se différencier et de montrer que
comme ça a été prouvé dans leurs enquêtes, l'expérience n'est pas forcément la chose prépondérante sur la capacité qu'a le candidat à reproduire finalement son expérience chez un nouvel employeur. Donc, on a mis ça en place pour l'acquisition de collaborateurs et ça a plutôt bien fonctionné. En termes de visibilité pour la fondation, ça a été plutôt très bon. Après, on peut parler, tu m'as parlé d'activation. Hein. Ouais. Pour moi, ça va être plutôt ce que Manon, que tu as pu rencontrer tout à l'heure, participe à faire, c'est-à-dire qu'elle communique régulièrement sur tout ce qui se passe dans la vie de la fondation. C'est des fois de se mettre dans la peau du collaborateur. Là, j'aurai prochainement une vidéo qui va sortir. Ok, très bien. Où je suis allé faire des soins pendant une journée et, et travailler dans la cuisine aussi. Ça, c'est très très chouette parce qu'on voit finalement le travail d'un véritable auxiliaire sur le terrain qui s'occupe de résidents. Et pour moi, c'est important aussi de connaître leurs difficultés sur le terrain. Oui, tu as du coup ce côté où tu vas vraiment montrer que tu es authentique et tu reviens sur ce que tu disais sur la marque employeur, c'est tu reprends la base et tu te dis, si toi en tant que DRH, tu vas du coup t'amuser à faire une journée, faire une journée comme ça, du coup tu montres aux gens, regardez, en fait on est investi, voilà ce que c'est aussi le job. Et c'est intéressant, je pense, pour les candidats et candidates de se projeter en disant, voilà, c'est ça en fait l'ambiance, c'est chouette. Et surtout, ça te permet de percevoir la réalité du terrain tout autrement que dans mon joli bureau que tu as décrit. Oui, bien sûr, exactement. Qui en effet, pour toi, c'est chouette d'être là, mais c'est pas le quotidien d'être dans des soins. C'est pas le même stress, la même pression que tu vas avoir. Il est différent, le stress que tu vas avoir, mais c'est pas le stress de l'opérationnel qui fait des soins tous les jours. Tu as compris. Trop bien. Ok, ensuite, du coup, quand tu fais ça, tu as des gens qui te connaissent de différentes manières. Donc, tu as dit acquisition, ça peut être par exemple recrutement sans CV. Tu les pousses à l'action, tu leur donnes envie de cliquer sur je postule. Comment tu fais du coup pour les garder dans ton funnel de recrutement une fois tu as eu un premier contact, ils ont postulé. Comment tu les gardes engagés jusqu'à ce que du coup potentiellement on les recrute? C'est là que tu as un intérêt, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir communiquer une fois qu'ils sont venus ou ils ont vu. Essayer de leur dire voilà, on continue, on n'est pas dans un coup d'essai, on est dans une vraie philosophie avec de vraies valeurs, et c'est ces valeurs-là qui vont faire qu'au bout d'un moment, proportionnellement, alors je pourrais pas dire à combien d'expositions, je crois que c'était 5-6 expositions avant de pouvoir postuler, mais finalement c'est d'augmenter le nombre d'expositions positives au niveau de la fondation, ou du moins on essaye de valoriser le positif, parce que comme toute entreprise, il y a du positif et des choses un peu moins positives. Mais c'est de valoriser ce qui fonctionne en tous les cas. Ouais, ce qu'on appelle les touch points en anglais, chaque petit moment où on va être en relation en tant que candidate et une entreprise. Et ça peut être des choses toutes bêtes, tu vois, auxquelles on pense pas souvent, mais par exemple un mail pour dire voilà, c'est ton prochain entretien. Ça, c'est un touch point. Si du coup il est fait de manière générique, qu'il n'est pas copyrighté, qu'il n'y a pas un minimum d'humain derrière, ça marchera pas. Pareil, tu vois, genre appeler un candidat ou une candidate pour lui dire bravo, t'as passé l'étape numéro 2, tu passes à l'étape numéro 3. Si c'est fait de manière robotique et sans énergie, ça donnera pas envie. Chaque moment où on va parler va être important. Tu as résumé, c'est l'interaction sur mesure, c'est-à-dire qu'on prend véritablement en considération chaque étape du candidat. C'est marrant parce que ce matin, je parlais du coup sur LinkedIn, de débattre avec une personne sur qu'est-ce que tu peux automatiser en recrutement, et on en venait, est-ce que tu peux un jour, est-ce que tu pourras automatiser des échanges humains? C'est un des rares trucs, tu vois, qui fait qu'aujourd'hui un robot le fait pas, et encore, tu pourrais dire qu'en fait à l'écrit tu pourrais le faire sans problème, personne ne s'en réaliserait, mais à l'oral c'est vrai que c'est encore compliqué aujourd'hui d'enlever cette interaction humaine qui en fait la chaleur que tu vas donner est hyper importante, quoi. Surtout que dans notre domaine, tu vois, le médico-social, si tu l'humain. enlèves l'humain, il n'y a rien. Après c'est des robots et des machines qui soignent les gens et c'est pas fou, quoi. Et ils seront pas prêts, personne ne sera prêt à ça. Aujourd'hui, personne ne l'est. Bien sûr, peut-être que ça arrivera un jour, dans 30 ans, tu vois, on sait jamais. J'espère pas. Je sais pas si il y a un excellent film au cinéma qui s'appelle The Creator, un film science-fiction par un des mecs qui a réalisé un des Star Wars. Je te le conseille. Et justement, il te montre, c'est en 2065, du coup, monde où en fait l'IA contrôle une bonne partie des choses, et notamment dans les pays côté Asie, il utilise en fait l'IA et des robots et c'est égal à égal avec l'humain. C'est assez perturbant comme film parce que ça pourrait se passer. Je te conseille The Creator et à tous ceux qui nous écoutent d'aller voir ce film. Très chouette. J'y manquerai pas. Ok, trop bien. Donc tu fais ça et ensuite c'est une bonne conclusion vers la suite ou une troisième partie dont on voulait aborder qui est le reste. Vraiment comment est-ce qu'une fois que tes gens tu les recrutes, comment est-ce que du coup tu t'en sers comme des ambassadeurs et ambassadrices, et du coup pour ça il y a un élément crucial qui est le même élément que tu as avec des clients, c'est l'onboarding. Tu as l'onboarding client, je sais pas, tu parlais d'Assess First, quelqu'un qui va utiliser Assess First, il faut que la personne qui est co-manager chez eux aide la personne à former à l'outil, sinon ça marchera pas bien. Comment tu fais toi? C'est quoi un onboarding de qualité? Qu'est-ce que tu fais pour que vraiment les gens qui arrivent se sentent bien dès le premier jour et aient envie demain de faire de la cooptation? Alors à la fondation, c'est vrai qu'on a des journées où on va présenter le fonctionnement, tu vas avoir la chance d'avoir la directrice accompagnement qui va expliquer toute la philosophie de la fondation qui est aussi très très innovante et qui a toujours ce souhait de garder au cœur notre résident.
Donc nôtre, mais c'est le résident au sens général. Et l'autre chose où tu retombes toujours dans cet aspect aussi sur mesure, c'est que dans la mesure du possible, si on peut s'intéresser à lui, comprendre ses souhaits, voir ce qu'on peut ajuster ou adapter, c'est l'idéal. Alors après, je vais être sincère avec toi, on ne peut pas le faire tout le temps. Il y a des postes où malheureusement on a des urgences, on doit réaliser. Et puis par moment, quand même, dans la fondation, même pendant, si on peut surfer un peu sur cette gig economy, c'est de valoriser des compétences qu'on n'exploite pas. On a des personnes qui adorent les animaux, s'ils peuvent allier leur travail avec les animaux ou autres. Bah, ça, c'est des choses où on a tendance à rentrer en matière. C'est-à-dire tout ce qui peut augmenter l'animation, par exemple, sur les sites. On va vouloir on va utiliser cette expertise du collaborateur qui n'était pas forcément prévue dans son cahier des charges initial. Ok, c'est génial du coup de faire ça. Bah parce que tu valorises en plus une passion souvent. Ouais, bien sûr, et les gens sont toujours heureux d'amener leur passion au travail. Alors si c'est forcé, non, mais quand du coup c'est choisi et qu'ils ont la possibilité de le faire, c'est génial. Et puis ils vont, tu vois, dans ta passion pour la plongée, je suis sûr que du coup tu en parles régulièrement à tes collègues qui sont contents peut-être qu'un jour tu pourras l'utiliser pour le travail. Peut-être que tu l'as déjà fait d'ailleurs. Alors c'est une bonne question, j'ai pas encore fait, ouais. J'ai pas plongé. On peut plonger au lac, mais le lac est quand même beaucoup plus froid et puis l'expérience est nettement moins agréable. Voilà. Bon, t'as des silures, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ils peuvent faire 3 mètres. Ouais, donc la taille d'un bon requin, mais ouais, c'est pas fou quoi, c'est pas aussi agréable je pense que voir un requin ou même de voir un milieu aquatique hyper intéressant quoi. Je vais pas rentrer en matière parce qu'il y a des gens qui sont fans. De silure ? De plonger dans le lac. Dans le lac ? Ok, d'accord. Bon, on ne dira pas. Et moi, écoute, je sais pas du tout, parce que c'est un très bon lac, le lac de Neuchâtel, pour plonger. Oh, c'est plutôt dans le lac Léman après. Plutôt dans le lac Léman, ouais. C'est vrai que c'est plus sympa. Écoute, trop bien. Donc, du coup, tu fais ça, on t'onboard les gens efficacement. Ensuite, du coup, là où c'est important, c'est de les rendre ambassadeurs et ambassadrices. Comment tu fais ça ? Comment tu fais en sorte que les gens se sentent tellement bien qu'ils vont du coup demain faire un truc hyper important qui est du coup la cooptation, donc on parle de référal en anglais, et d'un point de vue genre consommateur, on parle c'est un peu de l'affiliation, tu vois, où les gens vont vendre pour toi. Comment tu fais toi en recrutement pour que du coup tes collègues fassent ton job en fait et t'amènent des candidats ? Comme tu l'as dit, en fait, on est chacun un membre, un rouage. Donc, en fait, c'est de responsabiliser chaque collaborateur dans cette onboarding, par exemple. Mais finalement, dans la vie du collaborateur, si tout le monde est engagé pour que tout fonctionne bien, ça fonctionne. Et puis, je vais te dire, honnêtement, il y a des moments où tu ne sais pas pourquoi ça va fonctionner super bien et d'autres moments, ça fonctionnera moins bien. Et puis, c'est le retour sur expérience, c'est de travailler sur cette culture du feedback un peu permanente et de chercher à optimiser en permanence ce qui fonctionne. Parce que c'est vrai que souvent on a tendance, tu vois très bien la loi de Murphy par exemple, à regarder ce qui ne fonctionne pas, mais on ne regarde pas ce qui fonctionne. Donc aujourd'hui, l'objectif que j'essaie parce que c'est pas toujours évident, mais c'est de travailler sur ce qui fonctionne. C'est de valoriser les gens qu'on ne voit pas. C'est de marquer un point ou de marquer les réussites plutôt que d'être là avec le bâton pour taper sur ce qui ne va pas. C'est mieux quand même. Ouais, c'est plus agréable. Ok, écoute, très chouette du coup comme approche que tu as là. Et après, du coup, tu vas transformer justement, notamment via LinkedIn. Toi, le premier, du coup, tu es l'ambassadeur, tu disais tout à l'heure, de l'homme sandwich un petit peu de la fondation. Comment, du coup, tu fais pour faire ça ? On a parlé de la notion d'UGC, donc le User Generated Contents. Comment tu fais pour que tes salariés, tes collègues créent du contenu d'eux-mêmes sur LinkedIn ? C'est quoi les règles ? Aujourd'hui, on n'a pas forcément de règles très très établies. C'est quelque chose qu'on aimerait voir plus sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les collaborateurs qui représentent la communication, le relais, on en a, mais c'est souvent interrogé, souvent par la communication ou les RH. Et c'est leur boulot, quoi, du coup. On leur demande. C'est-à-dire que c'est pas encore totalement spontané partout. Et c'est vrai vu que ça touche quand même des résidents qui peuvent être sensibles, on a une population fragile. Bien sûr. On a toujours vu, on le voit dans les faits divers, c'est d'éviter des communications qui seraient délétères pour nos résidents et nos collaborateurs. Ouais, ce qui du coup serait clairement pas génial. Mais du coup, aujourd'hui, en tout cas, la fondation, c'est pas un truc qui est très présent d'avoir des salariés ambassadeurs, c'est ce que tu dis. Alors, c'est pas qu'ils sont pas ambassadeurs, c'est au contraire, parce qu'on en a un qui a fait l'Ironman de Hawaï, qu'on a pu avoir la chance de filmer, qui travaille dans une de nos cuisines, dans nos EMS. Ok. Et finalement, il était hyper content de pouvoir parler de sa passion. Ouais, bien sûr, c'est génial. Et c'est un entraînement. Le matin, il part à 6h, il court 15 km, il arrive au travail, il prend sa pause à midi, il va nager 2 km. Il repart le soir, il reprend son vélo, il fait 35 km. Mais lui, on sent que ça lui plaît. C'est une passion, c'est pas quelque chose. Donc, quand on peut valoriser ce type de fonctionnement, on est très content de pouvoir le faire. Ok, donc aujourd'hui, c'est plutôt entre guillemets l'extraordinaire qui va être valorisé que entre guillemets le quotidien, quoi. Alors, on va valoriser le quotidien, mais c'est vrai qu'on va le faire ponctuellement. On va pas le faire. C'est pas tous les collaborateurs qui vont le faire. On va essayer d'aller marquer le point ou d'aller faire ressortir des expériences de collaborateurs qui n'auront pas tendance d'ailleurs à vouloir communiquer. Ouais.
Et des fois, c'est vrai que c'est un peu le cas. Où ils n'ont pas envie. Oui. Et après, c'est là où tu vois un truc qui marche très bien et un truc que nous on fait très régulièrement, c'est former du coup des boîtes à ça. T'as aussi des gens dont c'est le métier. Tu connais sûrement du coup Charles Emery qui fait ça du coup en France. Et le but c'est de former justement des gens à l'ambassadeur salarié. Et ça a un impact énorme. Est-ce que souvent en fait les gens ont juste peur et il y a plein de peurs qui existent avec la création de contenu sur LinkedIn. C'est peur de faire des bids, de faire des posts qui marchent pas. T'as la peur de mais qu'est-ce que vont penser les autres. La peur de mais est-ce que j'ai vraiment le droit par rapport à ma direction de parler d'un sujet par exemple personnel, voire des fois des sujets politiques presque ou en tout cas d'engagement. Et toutes ces peurs, une fois que tu les casses et que du coup tu dis aux gens bah allez-y en fait, faites-vous plaisir et que tu les formes aux bonnes règles d'utilisation de LinkedIn, les gens après ils adorent dans tous les domaines. Tu vois, on a formé une banque qui est le secteur que tu imagines être le plus fermé pour plein de raisons. Et on a une banque en France qui, du coup, maintenant, aujourd'hui, leurs salariés, ils se lâchent sur LinkedIn et ça marche très bien parce que c'est authentique. Après, c'est une culture. Comme tu l'as dit, c'est un accompagnement. C'est quelque chose qui, pour moi, passe par étapes. C'est-à-dire que, effectivement, je rejoins l'idée qu'à terme, il faudra qu'on puisse tous pouvoir collaborer et communiquer de manière ouverte. Après, je trouve bien aussi d'avoir cette certaine retenue que tu retrouveras plutôt sur le marché suisse, qui est pour moi assez... on n'a pas besoin forcément de le montrer ce qui fonctionne. Si ça fonctionne vraiment, les gens ils le savent. Ouais, t'as un côté un peu culturel aussi, je pense que t'as en Suisse. Bon, je suis pas un grand expert de mon travail ici, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté où on montre moins entre guillemets justement les réussites et les succès. Et comme tu dis, ça se sait, c'est un peu beaucoup de bouche à oreille, vu que du coup t'as beaucoup de gens qui se connaissent en tout cas dans une même ville ou autre, et donc du coup tu sais ce qui est bien par rapport à ça. On va primer l'humilité. Oui. Ce qui est du coup une qualité qui se fait de plus en plus rare sur LinkedIn, mais c'est un autre sujet. Est-ce que tu aurais, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit là sur le marketing, d'autres conseils qui te viennent sur comment est-ce que justement tu peux faire des parallèles entre les deux, des conseils à donner à des recruteurs et recruteuses par exemple qui se lanceraient et qui diraient je sais pas trop comment je peux marketiser entre guillemets mon recrutement. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent que tu pourrais rajouter pour conclure tout ça? Là, on a la chance d'avoir effectivement l'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT, comme Claude, comme Bard, qui change forcément la donne parce que finalement, moi, j'avais des posts ou des idées pour marketer, mais je n'arrivais pas à rédiger ou à les réaliser. Et finalement, depuis l'arrivée de ces IA génératives, j'ai réussi à modéliser des communications, des posts. D'ailleurs, j'ai augmenté ma capacité ou ma qualité ou ma quantité de posts par le biais de l'IA générative. C'est-à-dire que je suis capable aujourd'hui, et c'est ce que j'inviterai à faire pour les recruteurs, c'est de mettre en place finalement une planification. C'est-à-dire de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais publier la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais publier dans 2, 3, 4 semaines. Et ça évite d'être dans le stress permanent de se dire qu'est-ce que je publie la semaine prochaine. Ça donne de la page blanche, je sais pas quoi écrire. Voilà. Trop bien. Ouais, c'est un truc que tu recommandes d'avoir un calendrier un peu éditorial prévu à l'avance. Et c'est vrai que même, à minimal, l'IA peut aider par exemple à éviter des fautes ou des tournures de phrases un petit peu bizarres qui vont être gommées. Et c'est vrai qu'on en est en plus qu'au début, paradoxalement. Tu vois, ça fait 1 an que ça existe, l'IA générative. Mais imagine ce qui va exister demain, quoi. C'est assez fou. C'est assez fou. C'est quoi tes projections? Est-ce que dans 5 ans, on écrira encore des posts LinkedIn nous-mêmes? Alors, mes projections, c'est que déjà, tu l'auras ChatGPT intégré à Office, déjà, je pense, d'ici l'année prochaine, qui va te préparer comme Gamma les PowerPoint et les choses. Donc finalement, on va être dans quelle est ton expertise, ce que tu vas pouvoir modéliser, confirmer. En fait, c'est d'avoir l'expertise qui va faire que la connaissance, tu la maîtrises et tu évites de partir dans les hallucinations de l'IA. Ouais, ceux qui te disent genre mais c'est complètement faux. Ah oui, excusez-moi, c'est vrai que c'est faux. C'est hyper drôle ça quand ça arrive. Oui, tu peux tourner un moment avec elle en lui disant oui, non, oui, non, oui, non, et elle tourne. C'est beaucoup, on peut s'amuser. Écoute, trop bien, merci pour. Est-ce que tu as un dernier conseil, un dernier mot avant les 3 questions que je pose à chaque invité à chaque fin d'épisode? Juste pour revenir, tu me disais aussi, pour moi, de la communication, si elle est vraie, ça marche. Donc il faut avoir envie de le faire, il faut être dans un moment, et puis les collaborateurs qui participent, il faut vraiment les accompagner pour qu'ils se sentent à l'aise de pouvoir s'exprimer. Et les sécuriser. Surtout sécuriser. Ok, très bien. Les sécuriser, c'est hyper important. Ce que tu dis, écoute, merci beaucoup. C'est une belle conclusion, un beau message, assez simple au final, mais hyper important en fait. C'est la base de faire tout ça. Si du coup ta boîte, elle dit, et tu vois, c'est rigolo, là, je suis en train de préparer un live pour Welcome to Jingle où il y a plein de pages carrière que j'analyse. Et souvent, c'est pas authentique, c'est pas honnête. On sent qu'il y a un truc qui est pas clair. Même dans les interviews des gens qui font dans des vidéos, tu te dis, il y a un loup. Et en fait, si tu es authentique, simple et droit dans tes bottes, ça marchera. Du coup, 3 petites questions pour conclure l'épisode. La première, c'est un contenu que t'aimes et que tu me recommanderais, que tu recommanderais aux gens qui nous écoutent. Ça peut être un podcast, une newsletter, un article, un livre, ce que tu veux. Alors là, s'il y a bien un que je suis, j'ai parlé, tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure de Mathieu Cortési, qui est vraiment très chouette. Il y a aussi Stéphie qui fait pas mal de podcasts que j'aime beaucoup. On l'avait fait ensemble. Voilà, donc j'avais vu ton podcast avec elle et j'avais trouvé très chouette. Donc s'il y en a bien 2 que je te recommanderais, c'est bien Stéphie et puis Mathieu. Stéphie et Mathieu.
Voilà. On mettra leur lien LinkedIn et leur podcast en description de l'épisode. Est-ce que tu aurais une personne que t'en as déjà donné 2, mais une personne en plus que t'aimes et que tu recommandes? Alors là, j'ai pas de mal. Et en plus, pour toi qui n'es pas en Suisse, c'est vrai qu'à chaque fois, un qui m'a aidé dans ma carrière de formateur et qui est aujourd'hui apprécié et adoré par une communauté de RH. Okay. Il y a un fan club. Ah ouais, il y a un vrai fan club. Et pourtant, c'est assez paradoxal parce que ça te parlera pas du tout. Et c'est pas une star au sens propre du terme. Mais c'est quelqu'un qui, par sa pratique, est tellement exemplaire dans le côté andragogie, c'est-à-dire la formation pour adultes dans les assurances sociales, qui n'est pas un sujet très vendeur. Oui, non, clairement. Mais il est animé par cette flamme de la formation. C'est bien Fabrice Tchelamar que je te recommande. Fabrice Tchelamar, ça marche. Écoute, trop bien, j'irai voir et pareil, je mettrai sa description. Et dernière question, est-ce que tu aurais un peu de pop culture, une série ou un film que tu recommandes qui a un lien plus ou moins direct avec le recrutement ou pas du tout, juste tu as bien aimé? Alors, effectivement, il y a un lien quand même dans le recrutement. Tu vois que Reservoir Dog, ils ont tous un nom de code, etc. Et puis, ils ne sont pas toujours satisfaits du rôle qu'on leur a attribué. Et puis, non, je suis fan de Quentin Tarantino au sens général. Je suis un vrai fan. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de films qui sont quand même des succès dans ils sont tous Inglourious Basterds, etc. C'est très très beau. Écoute, merci pour tout ça. Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on termine cet épisode? Ou est-ce qu'on est tout bon et on peut souhaiter à tout le monde une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée? Non, je n'ai pas de mot de la fin. Eh bien, trop bien. Le mot de la fin, c'est, du coup, c'est moi qui te donne. C'est merci beaucoup de m'avoir accueilli et d'avoir donné tout ton savoir et tes bonnes pratiques que tu as pu avoir au fur et à mesure du coup des années à faire du recrutement et des RH. Et puis à la prochaine fois, peut-être dans un nouvel épisode. Et à la prochaine, du coup, à tous nos auditeurs et auditrices pour un nouvel épisode de Tam Tam. Merci à toi, Léo, d'être venu à Yverdon encore. À bientôt, Égal. Merci. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.